Alors, Carrie, qu'arrive-t-il qu'arrive-t-il aux adolescentes? Bon, évidemment, le film avec sa scène de douche quasiment inaugurale, pas tout à fait inaugurale, puisque vous vous souvenez qu'il commence avec le match de volley. On reviendra sur la figure enfin, l'angle de caméra en plongée qui revient dans le film à plusieurs endroits. Mais disons que la première scène importante du film après ce générique, c'est évidemment la scène des vestiaires avec ce long plan séquence comme ça qui s'insinue dans les vestiaires. Et si vous avez vu d'autres films de Brian De Palma, la question du voyeurisme et de la caméra voyeuse, voire prédatrice, et évidemment, et sinueuse, comme ça, liée au plan séquence, c'est-à-dire au plan à la prise sans coupe, va revenir dans son cinéma. Ça va être vraiment une marque de fabrique de son cinéma. Alors cette scène de douche, impossible de ne pas y voir d'emblée euh, une sorte de remake, c'est peut-être pas le mot, mais de la scène évidemment de Psychose d'Hitchcock de 1960. Donc je commence d'emblée par la référence, pas pour annoter le film comme on ferait une glose sur ce film, mais pour mettre les pieds dans le plat tout de suite sur ce que c'est que le maniérisme. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un cinéma hollywoodien classique qui réinvente des archétypes, enfin qui inventerait des archétypes ou qui ferait mine de les réinventer à chaque fois. On pourrait dire que le classicisme, y compris les comédies musicales qu'on vous a montrées ces dernières années, avait comme sujet central, au fond, la question de la réinvention de soi, mais qu'on reprenait tout depuis le début et que notre plaisir de spectateur, c'est d'avoir cette forme j'allais dire de virginité quant à des récits qui pourraient paraître trop simples et en fait qui à chaque fois sont refaits à neuf. Ici, on est dans autre chose, me semble-t-il, et on est effectivement d'emblée, de la part de Brian De Palma, qui est un cinéphile, qui fait partie de cette génération née dans les années 40, lui en 1940, euh, né plutôt dans les années 30-40, de ce nouvel Hollywood qui est donc très cultivé, qui a cette cinéphilie classique, qui l'a travaillé, qui a aussi beaucoup admiré la nouvelle vague, le cinéma européen, les nouvelles vagues européennes, et qui donc arrive après et qui cite. Et évidemment, De Palma, disons, je dirais sa citation première, elle vient d'Hitchcock. Euh, et dans tous ces films, vous pouvez évidemment retrouver Hitchcock. Et j'aimerais un tout petit peu voir de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est que ce maniérisme. C'est un terme qui est emprunté à la peinture, le maniérisme, qui a une définition très, très flottante. C'est pas seulement que cet art serait maniéré, hein, au sens péjoratif du terme, bien sûr, c'est que, je dirais, il est quasiment faisandé, comme on le dit d'une viande, et que donc il y a presque un processus de décomposition du classicisme qui est à l'œuvre. Alors là, très concrètement, dans la scène des vestiaires et des douches de Carrie, qu'est-ce qui se passe? On voit d'abord une forme d'érotisme, c'est-à-dire qu'on n'est plus, on est après la période d'autocensure des studios, on est après Psychose, et on ne doit pas, on n'est pas obligé, De Palma n'est pas obligé de cacher la nudité. Donc déjà, première subversion, il y a deux choses. Il y a cette référence à la scène de douche avec Janet Leigh dans Psychose, mais il y a surimprimé complètement à ça de manière indissociable une esthétique contemporaine des années 70 qui est celle de David Hamilton avec la vapeur des douches qui fait une espèce de flou artistique autour du corps érotique de ces jeunes filles, sauf que la différence avec Hamilton, qui devait d'ailleurs tourner, lui, photographe, mais qui devait tourner son premier film en 1977, donc l'année suivante, euh, et qui est une sorte de version, j'ai oublié le titre, mais c'est une sorte de version animée de ses compositions photographiques. Euh, eh bien, lui, justement, ménage avec ce flou artistique, cache des zones, cache les zones les plus, cache la nudité. Et ce qui frappe dans cette scène, c'est qu'on voit des jeunes filles véritablement nues. Donc ça, c'est déjà une première, voilà, une première différence, une première subversion. Euh, Deuxième chose, alors peut-être que c'est le moment d'emblée, du coup, de parler d'Hitchcock et de l'aspect matriciel qu'il peut avoir chez De Palma en général. Là, on n'aurait pas assez du temps qu'on a, mais en tout cas, dans ce film-ci, et comment c'est beaucoup plus que quelque chose d'ornemental, ou qui serait de l'ordre de la citation d'étudiant voilà, qui veut
se référer au maître. Il faut voir pourquoi c'est là. Qu'est-ce que ça sert? À quoi sert le fait d'être hanté par Hitchcock et qu'est-ce que De Palma en fait? Euh, alors d'abord les éléments Hitchcockiens, le lycée, vous aurez noté que le lycée de Carrie s'appelle le Bates High School. Bon, évidemment, Norman Bates, le héros tordu de Psychose, bien entendu. Vous aurez noté aussi que la musique de Pino Donaggio, parfois, a des accents Bernard Herrmanniens, donc du nom de Bernard Herrmann, le compositeur emblématique des films tardifs d'Hitchcock, que devait d'ailleurs embaucher, je pense, De Palma, mais Bernard Herrmann est mort au milieu des années 70, donc avant ce film-ci, mais il a signé la musique du film de Scorsese, Taxi Driver, en 73, et c'est, je crois, sa dernière partition, et c'est un film qui sans doute entretient quand même dans sa structure, comme ça, d'explosion de violence finale autour d'un personnage qui contenait auparavant cette violence et qui la laisse exploser, évidemment, qui contient des échos avec Carrie. Donc, qu'est-ce qu'on on entend comme petit leitmotiv d'accent? Ce sont évidemment les violons stridents de Psychose, du moment du meurtre de Psychose. Et on retrouve aussi donc, dans Carrie le couteau, le couteau de cuisine géant là, que la mère emploie à la fin. Bon, ce sont à la fois des petites touches, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental, il me semble, et de très Hitchcockien dans le film. Et la matrice Hitchcockienne serait aussi sans doute à trouver, non pas dans Psychose, le film, disons, d'horreur d'Hitchcock, auquel on pense immédiatement du coup, que dans Les Oiseaux. Autre film d'épouvante d'Hitchcock, il y a une scène dans Les Oiseaux où Mélanie, jouée par Tippi Hedren, est dans une sorte de café et où elle regarde dehors, tout le monde est protégé à l'intérieur de ce café, et il y a un homme qui est à côté de sa voiture et qui allume sa cigarette. Et elle le voit allumer sa cigarette et elle a envie de lui dire, mais non, attention. Et en fait, il la jette et il y a de l'essence et sa voiture explose. La façon dont le montage est fait, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est le témoin innocent de cette tragédie, de cet accident, la façon dont le film est monté, très insistant sur le regard de Mélanie, fait qu'on a l'impression que c'est elle qui provoque cet accident, par une espèce justement de télékinésie, d'action de son regard sur ce qu'elle regarde. Donc Hitchcock a très bien compris que c'était une affaire de regard, une affaire de montage, que de créer ce lien de cause à effet entre deux actions, entre une action et, disons, un observateur. On pourrait dire qu'il a tout simplement bien appris ce qu'on a appelé l'effet Kuleshov, donc de ce théoricien russe, sur qu'est-ce que ça fait de monter trois images à la suite. Et si on permute l'une des images avec complètement autre chose, le rapport de cause à effet peut être complètement modifié si on garde la même image au milieu. Voilà, donc il y a un effet de montage euh, qui est simple, qui est de l'ordre de la grammaire cinématographique, mais qui est problématisé en quelque chose de fantastique, en une suggestion d'un pouvoir du regard destructeur, euh, et qui, voilà, cette scène des oiseaux, on pourrait dire, c'est la scène matricielle de Carrie, en un sens. Bon, il me semble que là, on est quand même au cœur de ce qui arrive à cette jeune fille. Alors, bien sûr, il y a une dimension métaphorique de ce que c'est que l'adolescence. Qu'est-ce que c'est que les changements corporels qui arrivent à une jeune fille? Vous noterez que ça lui arrive très tard, hein. Elle a ses règles très tard, et que ces changements physiques, biologiques sont ici étirés, enfin, comment dire, hyperbolisés à des dimensions fantastiques, voire cosmique, parce que le final, la destruction, on y reviendra sans doute, mais la scène de destruction est tellement totale que même si elle est localisée sur une maison, sur le gymnase d'abord, puis une maison, on voit bien que elle vise une destruction beaucoup plus vaste et beaucoup plus abstraite, qui est peut-être aussi une forme de destruction d'un certain cinéma. Je m'avance peut-être. Mais en tout cas, euh, les changements naturels et réels qui arrivent à tout corps à l'adolescence sont ici pris et
malaxé et étendu à des proportions sanglantes, sanguinaires, on pourrait dire, opératiques aussi, voire épiques. Et donc voilà, on a l'impression qu'on prend un tout petit fait du quotidien de tout être humain et qu'on le déplie euh, tout en ayant, me semble-t-il, une forme de distance comique. Et c'est pas un hasard si Carrie va ouvrir, enfin c'est après en tout cas ce film, que les teen movies américains tels qu'on les connaît ont existé, comme Breakfast Club où ça chauffe au lycée de Ridgemont, voilà, qu'on connaît relativement peu en France si on n'aime pas spécialement les teen movies, mais qui sont vraiment des films très importants aux États-Unis, mais qui eux sont beaucoup plus marqués comédie en fait. Et il me semble que dans Carrie, il y a cette dimension de distance qu'il faut interroger dans la mise en scène, vraiment précisément comment Brian De Palma n'est pas un metteur en scène de l'empathie avec son personnage. C'est pas parce que le film s'appelle Carrie qu'on est vraiment à l'intérieur de la psyché de cette jeune fille. Comment De Palma, dans sa mise en scène, recrée toujours une forme d'extériorité, une forme de distance par plein de moyens. Et l'une des modalités de cette distance, je dirais, c'est quand même l'aspect satirique ou comique du film. Il satirise la société américaine et ses rituels, en fait. C'est une société très ritualisée. Encore aujourd'hui, si vous voyez un documentaire comme Paoki, une jeunesse américaine, documentaire de 2019 qui vous montre une année de lycée, dans un lycée à majorité noire de Floride, vous voyez les rituels qui scandent une année de lycée. Pas seulement la remise des diplômes, hein, mais vraiment principalement donc le bal prom night, qui est un très grand rituel de passage à l'âge adulte, on pourrait dire, mais aussi en réalité de normalisation, parce qu'il faut absolument avoir un cavalier, donc de sexe opposé, pour pouvoir assister à ce bal, par exemple. C'est pas rien. Donc c'est vraiment une norme, c'est une préparation au mariage à laquelle le film, sur laquelle le film satirise quand même beaucoup. Je renvoie au fait que non seulement les élections sont truquées de la reine et du roi de la prom dans Carrie, mais aussi la robe de Carrie, dont elle dit à sa mère, elle est rose clair. On voit que c'est une robe qu'elle a confectionnée elle-même, qui est effectivement rose clair. Comment, avec le travail de la lumière dans la scène du prom, elle est clairement filmée comme une robe de mariée. Elle devient blanche, en fait. Elle devient blanche par la lumière bleue. Et comment le ralenti, comment la façon dont le couple s'avance et va sur scène, tout ça est filmé comme un rituel de mariage. Donc, De Palma se met beaucoup à distance ces rituels-là en les déréglant complètement, en les faisant délirer et en les poussant dans leurs extrémités ridicules et en montrant aussi les soubassements, les coulisses pas très reluisantes de toute cette société puritaine, puisque le jour même où elle marque où elle fête les proms, bien, on voit que en fait, dans les voitures, tout est joué et que la relation sexuelle, elle a déjà eu lieu et que ce sont déjà des adultes du point de vue de la pratique de leur sexualité. Je renvoie ici à la scène entre Nancy Allen et John Travolta dans la voiture, qui est quand même d'une assez grande crudité sexuelle. Écoute, ça fait beaucoup déjà. Je sais pas, il y a plusieurs choses en fait qui me venaient à l'esprit au fur et à mesure quand tu parlais. Euh, Juste comme ça, c'était intéressant que tu situes en fait le film par rapport au teen movie comme une sorte enfin, de matrice ou de précurseur. Juste, je me dis peut-être c'est intéressant de rappeler que oui, effectivement, on est en 76 et que quelque part, en fait, on n'est plus vraiment dans le nouvel Hollywood, hein, c'est déjà un petit peu derrière et qu'on est déjà en train effectivement de programmer le cinéma des années 80. Et c'est peut-être intéressant de rappeler que quand De Palma fait le casting de Carrie, en fait, il le fait avec George Lucas, qui est en train de faire le casting de Star Wars. Et je sais plus, j'avais lu qu'en fait, euh, l'acteur qui joue, c'est son cavalier, c'est Tommy, je me souviens plus le nom. Ah Enfin, oui, son William personnage. Catt. Voilà, lui en fait avait été pressenti pour jouer le rôle de Luke Skywalker, etc. En fait, il faisait
les auditions ensemble, en fait. Et ils se donnaient des avis sur les acteurs. Enfin, tout ça pour dire que Star Wars, évidemment, c'est pareil, c'est hyper programmatique pour les années 80. Et je trouve ça assez cocasse, quoi, de voir ça, en fait, que les deux et, ont travaillé ensemble. Mhm. Et que finalement, c'est assez signifiant du point de vue de l'histoire du cinéma. Mais, Oui, parce que le film, c'est vrai, articule la partie classique. Alors, je parlais de la fin du classicisme avec ouais. le film d'Elia Kazan de 1961, La fièvre dans le sang, et les années 80. Effectivement, ce serait entre les deux, comme si le nouvel Hollywood, très viril, disons du road movie pour aller très très vite, était, était l'étape précédente. Moi, je rattacherais tout de même Carrie à cette période des années 70, qui est, c'est vrai, beaucoup plus marquée par des films avec des héros masculins. Donc c'est aussi ça qui change la donne, même si on n'est pas dans le cas de Wanda dont on parlait la dernière fois, où là c'est une femme qui en plus joue elle-même dans son film. Je ne dis pas que le film de Carrie est un film féminin, j'allais dire au contraire, parce que De Palma est connu pour tout simplement mettre à mal des corps féminins dans tous ses films. Mais quand je dis mettre à mal, je dis dans Body Double à la perceuse électrique. Donc, il y a une destruction, il y a une destruction physique du corps féminin. Mais là où il y a une dimension comique, c'est qu'il commence en l'érotisant, justement, en l'érotisant et clac, une fois qu'il a ferré, on pourrait dire, notre attitude de spectateur voyeur normal, habitué voilà, à tout de suite aller dans une forme d'érotisation de ce qu'on voit, eh bien, il se passe autre chose. Et comment ça se passe? Ce qui m'intéresse, c'est comment il allie ce côté sinueux de la caméra dans les vestiaires à tout à coup une rupture. Et vous vous souvenez que on a ensuite une série de plans rapprochés d'inserts, donc de gros plans des différentes parties du corps de Carrie. Et c'est comme ça que le sang des règles arrive. Ça n'est pas dans la sinuosité du groupe et du collectif, mais c'est vraiment quand on a une rupture dans la mise en scène qui passe là à un autre régime de montage et qui là, au contraire, coupe des plans rapprochés. Et il y a toujours cette espèce de mise en contraste chez Brian De Palma entre la coulée, entre ce qui oui, ce qui est de l'ordre de la continuité, de la. Alors ensuite, il y aura le Steadicam qui est inventé l'année même de Carrie, mais je crois qu'il n'est pas utilisé dans Carrie, mais peu importe. Enfin, c'est cette idée. Il y a des plans à la grue, hein, il y a ce plan très virtuose à la fin du massacre, du carnage dans le gymnase au prom, qui est filmé à la grue. Donc voilà, c'est ce côté très moelleux de ces plans sans coupe. Et puis, donc il y a ce régime-là qui serait, on pourrait dire, dans l'ordre du montage, relayé par le fondu enchaîné, qui passe d'une image à l'autre, mais dans une surimpression assez douce, soi-disant assez douce. Faudra nuancer ça. Et puis, d'un autre côté, euh, la rupture. La rupture, donc cette série de très gros plans sur le corps de Carrie qui passe de l'érotisme à autre chose, à savoir quand même le tabou, l'un des derniers tabous en Occident, la menstruation, quand même, qui est très très rare. Il est très rare de voir du sang menstruel au cinéma. Euh, et donc voilà, l'air de rien, dans une même séquence, on a l'érotisation du corps et puis on glisse sans le savoir, euh, parce qu'on peut trouver aussi tout à fait érotique les gros plans sur les seins, sur les cuisses, etc. Mais en fait, clac, le sang arrive et donc on est à chaque fois le tapis comme ça de ce confort érotique de spectateur qui nous est tiré de dessous les pieds. Et on a la même chose qui va se passer, mais beaucoup intensifiée, on pourrait dire, dans la dernière partie du film, à savoir ce long plan sur le gymnase qui commence, on pourrait dire, quand Norma, l'une des amies, celle avec le chapeau, va falsifier les bulletins de vote de l'élection de Miss Lycée et Mister Lycée, en mettant les vrais bulletins de vote, en les cachant, en les poussant du pied, comme ça. Donc, toute la machination qui commence à se mettre en route et qui fonctionne bien et qui est captée par un plan séquence, voilà, sans coupe. Et puis ensuite, au contraire, le régime du suspense. Alors là encore, il faut se référer à Hitchcock, hein, le suspense comme étant le contraire de la surprise, puisque nous, spectateurs, savons ce qui est sur le point de se passer, mais que, en tant que spectateur, on ne peut évidemment pas empêcher d'arriver. Exactement comme Mélanie dans Les Oiseaux
voit que la cigarette va faire exploser la voiture et voilà, on ne peut voir que son visage devant ce qui va arriver. Alors, donc voilà, donc cette deuxième séquence, c'est le carnage final, qui est un très long final du film, mais qui commence aussi avec ce côté assez moelleux du plan à la grue, qui ensuite se continue par le montage alterné avec beaucoup, beaucoup de plans, vous vous souvenez, sur le seau qui contient le sang de cochon, mais vraiment énormément de plans récurrents de cette composition en plongée avec le sang, qui crée assez classiquement, mais très efficacement, le suspense. Et puis, je dirais, une troisième étape de cette diffraction, dans l'ordre du montage, dans l'ordre du flux qui tout à coup est saccadé, c'est évidemment le split screen. Le split screen comme figure de composition, figure de mise en scène, qui va devenir elle aussi la marque de fabrique de Palma, qui a ses facilités, hein, comme tous les effets d'ailleurs qu'il utilise, et il a été tout à fait critiqué aussi pour ça, il n'a pas la main légère. Mais ce qui est intéressant avec le split screen, c'est que un split screen n'a pas le même effet en fait, selon le contexte. Et donc, il n'y a pas de lecture, disons, de grille d'interprétation qui serait split screen égale quelque chose. Évidemment, on serait tenté de dire un personnage devient monstrueux, un personnage devient fou, bon, il est schizé, et donc ça s'incarne dans la séparation de l'image en deux. En un sens, on peut le dire pour Carrie. Effectivement, Carrie, comme dans tous les films d'horreur, le personnage est un monstre. Le personnage est monstrueux. Même si on l'aime, même si on a de la pitié pour lui, voilà, c'est évident que Carrie est révélée comme une sorcière, comme un personnage monstrueux. Bon, donc, effectivement, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe surtout que cette énergie adolescente qui est retenue, qui est contenue par le puritanisme de sa mère, hein, principalement, et par la honte sociale d'être une lycéenne non populaire, eh bien, se libère, enfin, se libère violemment et crée tout ce final, tout ce carnage final, explose et éclabousse tout le monde. Et la télékinésie n'étant en cela qu'une forme d'allégorie de ça, de cette violence qui. Mais le split screen, à mon avis, n'est pas uniquement cela, parce qu'il a la capacité de rassembler quand même dans un même cadre ce qui normalement est laissé au champ contre champ et laissé hors champ en fait. Donc c'est une figure assez paradoxale, le split screen, parce que ça d'évidence, c'est une séparation que nous voyons nous à l'écran, et d'un autre côté, cette séparation permet de rassembler deux plans en un seul, alors que d'habitude, le cinéma n'a pas cette capacité de tout contenir. Je ne sais pas si je suis. Ah, si, mais enfin, moi, je dirais à la suite de ça que, comment dire, c'est un moment en fait de grande maîtrise finalement pour Carrie. Enfin, cette figuration par le split screen, en fait, c'est le moment où elle maîtrise tout en fait. Et moi, ça me renvoie plus justement à, comment dire, peut-être ce qu'on pourrait caricaturer en fait avec un système de caméra de surveillance, par exemple, enfin, des choses comme ça, où en fait, effectivement, on a à la fois le champ et le contre-champ et qu'il y a une capacité justement à voir ce qu'il y a partout, en fait. Il y a quelque chose d'omniscient, en fait. Et, euh, et ça, je trouve que c'est. Enfin, moi, je le ressens plutôt comme ça, en fait, dans Mhm. l'intention. Et plutôt que effectivement, comme tu disais, le côté monstrueux. Enfin, je suis pas sûr, en fait, que ce soit ça. Et, euh, et C'est pas forcément ouais. distinct d'ailleurs. Il peut y avoir quelque chose Mm. de monstrueux à, Oui. à, cette, à ce pan regard, à ce Mm. regard qui devient. Mm. Enfin, on a l'impression, vu aussi le jeu, euh, qui est évidemment une instruction du metteur en scène, de ses yeux exorbités. Les yeux exorbités, Mm. c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle ne devient qu'elle n'est plus que ce regard en fait. Que ce corps nié par la mère dans sa sexualité, est nié par aussi tout ce groupe social qui l'a souillé, qui l'a recouvert du sang de cochon, qui l'a animalisé hein, d'une certaine façon. Eh bien, ce corps se concentre tout entier dans le regard, dans les yeux, et des yeux, donc effectivement, un regard tout puissant dans sa destruction,
et y compris, je le disais un petit peu au début, peut-être de force de destruction du film entier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que De Palma se dit, je prends le risque d'emporter avec mon personnage tout le reste, y compris, j'allais dire, y compris le cinéma, quoi, y compris le film lui-même. Donc ça se traduit par la destruction de 2 décors. Le premier, le décor du lycée, enfin l'endroit où il y a le bal du lycée, mais on voit aussi un peu l'extérieur. Parce que vous vous souvenez que la prof de gym est tuée par l'espèce de panneau de basketball qui lui tombe dessus, qui la coupe en deux. Il me semble que c'est ça, cet élément de décor. J'arrive pas bien à l'identifier, mais en tout cas, c'est un élément de décor qui lui tombe dessus. Et puis, deuxième étape, la destruction de la maison. De la maison. Alors, c'est là qu'il faut parler du décor. Et parce que je disais que Carrie a l'air d'être un film de personnages, on pourrait dire c'est un portrait de jeune fille, etc., puisqu'il s'appelle Carrie, que si se passait qu'on est l'actrice principale. En réalité, il y a petite note, un petit indice biographique qui peut nous mener au décor, parce qu'elle avait 25 ans quand même, si se passait, et elle était mariée avec Jack Fisk, qui est le décorateur du film. Et c'est lui, paraît-il, qui a insisté pour qu'elle ait ce rôle-là, c'est-à-dire le rôle principal, puisque les différentes jeunes actrices, quand elles ont fait une première lecture et des essais, n'étaient pas encore sûres de qui jouerait qui. Ça a été distribué, les rôles secondaires, dans un deuxième temps, mais en tout cas, il semble que le décorateur ait eu sa part de plaidoyer pour que ce soit sa femme qui joue Carrie. Ce que je veux dire, c'est que De Palma est très bon en casting, c'est sûr. Il a effectivement une sorte de génie du casting. Le personnage de Carrie est tout à fait bien incarné par Sissy Spacek dans son physique même, hein, dans ce côté très bizarre, un peu grenouille de ce visage, dans son extrême pâleur, dans ses taches de rousseur, voilà, dans ses cheveux presque roux, qui sont quand même, on pourrait dire, liés à la symbolique de la sorcière. Enfin bon, voilà, tout ça est assez convaincant, disons, dans le choix du casting. En revanche, Brian De Palma n'est pas un directeur d'acteurs. C'est-à-dire que sur le plateau, ce qu'il prépare avant tout, c'est son décor, ce sont ses lumières, c'est sa mise en scène en général, ses mouvements de caméra. Il passe la plupart du temps avec son directeur de la photographie. Et donc, les acteurs, ça, ont témoigné de comment ça se passait sur le tournage. C'est pas un metteur en scène qui leur parle longuement sur le tournage des personnages, qui les met en condition, qui travaille sur la psychologie, l'état émotionnel, etc. Pas du tout. Non pas qu'il les méprise, mais c'est pas le centre c'est pas le foyer central de sa mise en scène, à tel point que, notamment l'une des actrices a dit, je n'aime pas le mot de marionnette, mais au fond c'est ça, c'est-à-dire on sent bien que ces acteurs, on est les marionnettes du film. Et c'est vrai que je trouve assez frappant à le revoir. C'est avant tout un film de décor, c'est-à-dire que on pourrait presque voir le final comme une sorte de rapport de force, de duel entre ce regard, ce personnage qui n'est plus qu'un regard, et ce décor qui a dominé pendant tout le reste du film. Pendant tout ce qui précédait, le film n'était que décor, d'une certaine façon. Alors, pourquoi je dis que décor comment dire, il me semble que ce qui domine dans la mise en scène, c'est quand même ça, c'est-à-dire le rapport spatial des êtres dans leur environnement. Et ça, c'est programmé aussi par l'angle de caméra. Je disais qu'il y avait ces plans récurrents de plongée. Évidemment, ils sont programmatiques au début, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi au début on voit un match de volley féminin scolaire de haut, pourquoi on le verrait plus de haut pourquoi il serait plus filmé en plongée qu'autre chose. Et puis, il y a un moment des plans récurrents en plongée, et puis il y a un moment où on pourrait dire ça, on comprend ce à quoi correspond la plongée, ça correspond au suspense du saut qui va lui tomber dessus. C'est-à-dire que là, c'est un plan de plongée ou une sorte d'apogée de l'utilisation de la plongée. On se dit, ah d'accord, toutes les plongées avant étaient en fait, portaient la même menace d'une certaine façon qui se cristallise là dans cet attentat. Parce qu'il me semble que la machination du saut de sang est vraiment filmée comme la préparation d'un attentat. Oui, d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, il y avait une version de scénario en fait, qui devait plus prendre la forme d'une enquête sur les événements, un peu en référence à
enquête sur l'assassinat de JFK. Tu vois. Oui, oui, Et oui. effectivement, il y a cette dimension de complot, de scène sur laquelle, voilà, il y a, enfin, comment dire, il y a un attentat finalement qui a lieu quelque Mm. part, c'est un peu ça. Oui, parce que je pense que le roman de Stephen King était composé de témoignages de l'entourage de Carrie. Donc il y avait cette structure-là et qu'il était aussi beaucoup plus infusé du traumatisme relativement récent à l'époque, une dizaine d'années, du complot contre Kennedy et de la façon dont ce complot a été filmé par Zapruder, ce passant amateur qui filmait avec sa caméra. Bon, toute chose qu'a développé mon prédécesseur au Ciné-Club, Jean-Baptiste Toret, notamment dans l'un de ses livres, L'Amérique éclaboussée. Et effectivement, cet imaginaire, disons, traumatique de l'Amérique, lié à la façon dont Kennedy a été assassiné, façon quand même mystérieuse, elle hante cet imaginaire. Ce qui est bizarre, c'est que il est beaucoup plus présent dans le roman de Stephen King et en même temps, euh, en réalité, il hante le cinéma de Palma à ses débuts. Je pense que c'est dans Greetings que le héros joué par De Niro, qui est justement un voyeur qui filme comme ça de loin avec sa petite caméra amateur des femmes qui se déshabillent chez elles. Enfin bon, il y a vraiment un rapport, cette pulsion scopique est très forte. Et en même temps, il est obsédé par les images Zapruder, justement, du meurtre de Kennedy. Donc on a chez De Palma, et puis tout ce traumatisme aussi de la guerre du Vietnam. Alors, Et justement, parce que là, il y avait dans la question du film de Zapruder, en fait, justement, ce qu'expliquait Jean-Baptiste Toré, il me semble, c'était il y avait un manque, en fait, finalement, qu'on avait ce point de vue qui était, voilà, effectivement, unique, mais dans lequel on voyait pas tout. mm, Et que quelque part, en fait, le split screen de Carrie, enfin, ou d'autres films de Palma, enfin, c'était une manière de fantasmer, en fait, euh, une espèce bah oui, de complétude, en fait, de mm. compléter le manque, en fait, par d'autres points de vue, et que de multiplier les points de vue ferait qu'on atteindrait une sorte de vérité, en fait, sur l'événement. Mais ce qui est illusoire, bien sûr, mais... C'est vrai que c'est intéressant qu'il y ait une présence spectrale et du meurtre de Kennedy d'une part, et du traumatisme que c'est pour les jeunes soldats d'avoir été envoyés au Vietnam, et donc d'avoir tué, d'avoir vu la violence extrême, etc. En fait, ces deux éléments très sociétaux, ils sont quand même très absents a priori quand on regarde Carrie. C'est-à-dire qu'il y a tout ce côté post-années 50 du film de prom. Je dis post-années 50, en réalité, dans les années 30, dans les années 40, si vous regardez La vie est belle de Capra, il y a aussi une scène de prom. Donc c'est vraiment le rituel un peu vieillot qui persiste encore jusqu'à aujourd'hui en Amérique. Donc on a cette espèce de traîne, cette vieille chose des vieux rituels. Et par contre, l'aspect contemporain de ce traumatisme, de la violence vécue par la génération euh, de Palma, il est très gommé dans le film, mais c'est très intéressant qu'il soit diffracté comme ça. C'est-à-dire que plus il est encodé et d'une certaine façon dégradé, on pourrait dire là encore faisandé, plus il est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas une thématique. Ici, personne n'en parle, les étudiants ne parlent pas ni de la guerre, ni voilà, c'est pas du tout des sujets du film, mais c'est dans la forme en fait, c'est dans la mise en scène que ça vient travailler la mise en scène de l'intérieur. Alors d'une part, vous le disiez, ce que suggérait Torre, c'est-à-dire le split screen comme réintroduisant la colure à l'intérieur du même plan. Donc plutôt qu'une diffraction en réalité, voilà, un rassemblement et réintroduisant du hors-champ dans le champ. Et puis, quand même, d'autre part, par rapport à ce traumatisme de la guerre du Vietnam, je dirais quand même, moi, il me semble reconnaître dans ce qui arrive à Sue, le personnage angélique, quasiment du film, la camarade, mais angélique, mais également, comme je parlais de Mélanie, qui est témoin de la mort de cet homme, parce que Sue est montrée dans la scène du seau de sang de manière un petit peu ambivalente, c'est-à-dire qu'elle voit ce qui est en train de se tramer, elle comprend tardivement ce que ses camarades ont ourdi de complot, elle essaye d'alerter la professeure et de la tirer vers les coulisses, mais en fait toujours trop tard, avec un temps de retard qui est presque, je trouve, dans le montage, euh, organisé pour qu'il ne nous paraisse ambigu, ambivalent, euh, suspect, d'autant que Sue est quand même
elle-même a comploté de son Ah oui. côté pour prêter son petit ami à Carrie et essayer de réparer, on pourrait dire, sa propre culpabilité d'avoir participé au lynchage initial. Donc, on voit bien que Sue est potentiellement aussi une jalouse, puisqu'on a vu le couple Carrie et Tommy s'embrasser dans l'un des plans virtuoses du film, qui est ce travelling circulaire, mais qui fait penser complètement outré, où il n'arrête pas de tourner et de tourbillonner en s'embrassant et en dansant, et qui fait un petit peu penser à la plateforme sur laquelle étaient les deux acteurs de Vertigo, Kim Novak et James Stewart, dans une scène à l'hôtel Empire. Donc voilà, tout ça encore des citations Hitchcockiennes, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment dans la mise en scène que ces traumatismes ont un effet. Et donc, Sue, je disais pourquoi Sue me fait penser à la guerre du Vietnam, c'est que ses cauchemars finaux, et notamment son cauchemar final qui a été comme une espèce d'image séminale dans le cinéma d'horreur par la suite, à savoir la main qui saisit, et qui, paraît-il, vient de Délivrance du point de vue de l'inspiration de Palma, mais qui ensuite a fait plein de petits dans le cinéma d'horreur américain, eh bien, ce cauchemar-là, bien sûr qu'on peut le rattacher au genre de l'horreur, mais on peut aussi y voir un peu platement, mais un symptôme de syndrome post-traumatique du stress. C'est-à-dire qu'il me semble quand même que dans l'Amérique du milieu des années 70, on sait maintenant que ce syndrome crée des cauchemars, crée des terreurs nocturnes, crée des délires, crée des façons de revivre ce traumatisme. C'est devenu un cliché, je pense. Enfin, c'est devenu en tout cas un lieu commun en Amérique de savoir que ça provoque ce genre de choses. Donc, il me semble avoir un écho quand même à cette réalité qui est le syndrome, Ah, le moi, PTSD. ce que j'aime beaucoup dans cette séquence, il y a tout ce que tu dis, et en même temps, ce que je préfère, c'est le raccord en fait avec la mère de Sue en fait qui a sa main sur son bras. Et finalement, je trouve que c'est là où l'horreur véritable en fait se situe. C'est le fait que la main de Carrie, donc comme tu dis, qui représente un petit peu quelque chose de post-traumatique. Enfin voilà, tout le côté morbide qui remonte à la surface et qui l'attrape. Et en fait, c'est mis en équivalence avec la main de la mère, en fait. Et c'est hyper violent, en fait, comme image et comme ce que ça suggère, en fait, sur la question de la filiation. Mhm. Et en fait, bon, je pense qu'il y a pas mal de choses sans doute à développer autour de ça. Et il y a une Déjà, boucle entre les deux ouais. mères. Il y a une boucle Oui, entre les deux ce mères. qu'on ne Ouais. soupçonnerait pas au début, puisqu'elles sont plutôt montrées comme étant l'une plutôt, je ne sais pas comment on dit, libérale Mhm. et l'autre puritaine. Oui, Euh, alors c'est l'architecture de la mise en scène, enfin qui commence dès l'écriture, qui commence dès le découpage du scénario, qui fait qu'on se dit, mais pourquoi on a eu cette scène entre les deux mères au début, puisque c'est un personnage très secondaire, la mère de Sue, on ne va pas la revoir jusqu'à la fin, finalement. Donc il y a un effet d'écho, il y a une structure assez qui se répond comme ça entre ces deux scènes de début et de fin, et effectivement de fausses oppositions, de faux contrastes, enfin de façon de mettre en opposition d'abord les deux mères pour ensuite, clac, les aboucher, comme tu dis, dans un raccord. Euh, Peut-être revenir quand même sur euh, déjà une forme de rupture qu'introduit l'apparition de la mère dans le film, l'apparition de la mère, cette fois-ci de Carrie dans le film. Parce que je disais que c'est un film qui est dominé par son travail sur le décor, extrêmement minutieux, euh, à tel point qu'on a l'impression que certaines fins de plan correspondent à la fabrication d'un tableau. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il s'arrête, le plan s'arrête quand un tableau est fait. Un tableau au sens vraiment pictural du terme, hein. Faire l'image, ça y est, l'image a été faite, clac, on peut couper. Euh, et donc, cette espèce de domination de la mise en scène sur le scénario et sur les personnages commence, je dirais, dès la rupture qu'introduit la découverte de la maison de Carrie. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a vraiment une rupture chromatique et une rupture lumineuse à partir du moment où on passe du lycée, de tout le début au lycée, avec les scènes d'extérieur aussi, du volleyball, etc., avec
couleurs primaires très très marquées, donc le jaune de l'uniforme des jeunes filles quand elles font de la gym, le bleu de la chemise de Carrie quand elle est en classe avec Tommy et qui a l'histoire du poème, le rouge vermillon, je crois que c'est Tommy qui le porte, mais voilà, toutes ces couleurs très tranchées et très lumineuses. Et puis, ensuite, on suit la mère jusqu'à chez elle. Elle rentre chez elle une fois avoir fait cette visite chez la mère dessous. Et là, il me semble qu'on a une rupture à la fois de lumière, de couleur et de décor. Et on est quasiment une rupture temporelle. C'est-à-dire que c'est un style architectural de vieille Californie. Ces maisons sont les maisons anciennes de Californie, en bois. Voilà. Et là, on rentre dans le gothique, dans un style littéraire et cinématographique qui est le Southern Gothic, le gothique du sud, quoi, sudiste. Et tout de suite, il y a une espèce de rupture d'atmosphère. On a l'impression qu'une fois que cette femme ferme la porte de chez elle, ça y est, c'est un autre monde. Et là, on peut s'ouvrir au gothique. Je rappelle que gothique, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça porte, le genre gothique? Eh bien, ça porte l'enfermement d'un personnage, souvent dans une maison, et qu'il y a tout un sous-genre du cinéma classique hollywoodien qui est le gothique féminin. Dragon Week, le château du dragon, par exemple, de Mankiewicz, ou Rebecca d'Hitchcock, voilà, des femmes qui épousent un mari qui, au lieu d'être le prince charmant, est plutôt le geôlier, et qu'il va falloir donc libérer d'une grande maison. Bon. Donc là, on a voilà, ce décor de la maison de la mère de Carrie qui est complètement délirant, qui est complètement baroque, complètement outré, très sombre. Elle-même porte une cape ou une chemise, voilà, qui n'est jamais marquée à la taille. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il ne lésine absolument pas sur les effets. C'est ça qui est étonnant et qui est anti-classique, c'est d'y aller à fond et de se dire, il ne suffit pas de mettre un crucifix, disons, en décor pour montrer que c'est une famille très pieuse, très puritaine. Non, 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 on ne va pas mettre un crucifix. On va mettre très précisément une statue de Saint-Sébastien. C'est pas le Christ qu'on voit. C'est Saint-Sébastien, donc transpercé de flèches, dont le martyre est d'être transpercé de flèches, et en plus, un Saint-Sébastien complètement kitsch, puisque ses yeux sont lumineux, puisque ses yeux s'allument par électricité, on imagine, hein, même pas de manière fantastique. Et puis, on a la première fois qu'on voit cette statue, vous vous souvenez qu'il y a ensuite un fondu enchaîné qui passe des yeux lumineux, bizarres et tout à fait effrayants de cette statue à la maison en plan d'ensemble, la nuit, avec juste les petites fenêtres allumées. Donc, une espèce de personnification de la maison, si on veut. Et c'est tellement énorme. C'est-à-dire c'est la figuration de quelque chose de diabolique, voilà, d'un retournement, enfin, du Christ en antéchrist, d'une certaine façon, qui est tellement énorme, outré, qu'on se dit, mais il ne va pas oser. Et en fait, il ose. Et en fait, je pense que ça a un effet comique, en réalité. Mais c'est peut-être que... En fait, je pense que chez De Palma, on a toujours les réactions, comment dire, extrêmes, en fait, effectivement, de percevoir le comique dans ce que tu décris, et en même temps, des gens qui vont le prendre au premier degré. Je pense qu'il y a toujours les deux, en fait, qui coexistent, et ça m'amène à une remarque, en fait, où je voulais revenir sur ce que tu disais sur tu sais, l'opposition entre la forme du plan séquence avec une certaine plénitude qui est interrompue ensuite par en fait un montage très cut, etc. Et en fait, ça me rappelle en fait le début de Blowout qu'il a dû faire peut-être pas juste après ou enfin en début 80. 1980, ouais, 1980. Voilà. Et le début en fait c'est marrant parce que on est en caméra subjective, c'est un plan séquence. Et en fait, c'est une parodie en fait de slasher, donc avec le tueur qui va effectivement dans les douches d'ailleurs. Voilà, encore une fois, et qui va jouer les voyeurs effectivement. Et d'ailleurs, je crois que c'est un lycée, enfin ou un dortoir, je ne sais plus. Ouais. Et bref, et donc ce que je veux dire, c'est que ce plan séquence c'est ouvertement parodique. Il se moque effectivement de ces films un peu cheap. Parce que dans la suite du film, on apprend qu'effectivement, c'est un film dans le film et que c'est une série Z, etc. Mais en même temps, ça, c'est vrai, c'est ridicule, on peut rire. Et en même temps, moi, je suis persuadé qu'en fait, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens,
il prend un plaisir fou en fait à le faire au premier degré aussi. Oui, oui. Et en fait, moi, c'est ce que j'aime chez De Palma, en fait, c'est que Mm. finalement, je pense que c'est pas quelqu'un de cynique, en fait. C'est-à-dire Ah non, non, que, je ne disais pas comme du ouais, oui, mais cynisme. on Oui, pourrait je suis d'accord. je pense qu'on pourrait je pense qu'il y a des gens qui le prennent comme ça, et après tout, ça se comprend, parce que Mm. pour tout ce que les raisons que tu as données aussi. Mais ce que je trouve assez beau, c'est que finalement, il a cette capacité à la fois à prendre du plaisir à filmer au premier degré et en même temps à intégrer en fait dans le même temps bah, une ironie, une distance qui peut être assez d'ailleurs, comme tu dis, comment dire, grossière. Enfin, je sais pas comment Mm. dire, des effets qui sont énormes. Mm. Mais enfin, moi, je trouve que ça crée en fait une espèce de cocktail un peu détonnant en fait. Oui, tout à fait. Et Où, ouais. j'irais même plus loin parce qu'il me semble que ce que tu décris comme étant cette alliance très risquée au fond, hein, parce qu'on peut perdre le spectateur, euh, très risquée de comédie, enfin de comique, disons, et de, alors comment dire, d'horreur. Voilà, comment le comique est lové est lové au sein de l'horreur, mais il n'amoindrit pas la force horrifique. Il la mine pas complètement. Il la nuance, mais il ne la mine pas et voire peut-être il la décuple. Il me semble que c'est aussi que c'est absolument central, même dans son approche des personnages, du rapport aux personnages, des relations qu'il a, lui, metteur en scène avec les personnages. Je disais, voilà, il privilégie le décor. C'est ce qui arrive au décor. On pourrait dire qu'Harry, c'est aussi ce qui arrive au décor. C'est qu'il est détruit par le regard d'une petite jeune fille qui était toute recroquevillée dans un coin quand on l'avait insultée dans un vestiaire, et puis finalement qui va prendre le pouvoir et tout détruire. Et le bébé avec l'eau du bain. Bon. Donc, on pourrait dire, voilà, ce décor tout-puissant, ce décor tellement minutieusement édifié, mais il va suffire de ce regard pour complètement le détruire. Il me semble que ça se traduit, euh, cet alliage-là de mise à distance et de premier degré total et sincère, se traduit y compris dans la façon dont le personnage du garçon, Tommy, dont on a assez peu parlé, mais qui est quand même qui entre lui aussi dans un réseau qui serait celui de la pureté, celui disons de l'ambivalence de la pureté dans le film. Bon, elle s'appelle évidemment Carrie White, c'est pas un hasard. Sa mère tient un discours puritain, alors là pour le coup premier degré intégriste, hein, au sens vraiment intégriste, au sens étymologique du terme. Donc le premier degré est du côté du puritanisme, on pourrait dire, et du côté de l'intégrisme, c'est le premier degré. C'est la religion qui ne comprend pas que la lettre et l'esprit, ça n'est pas la même chose, et qu'il faut se détacher de la lettre pour pouvoir vivre dans son siècle, on pourrait dire, dans le monde contemporain, avec ses contemporains, pour pouvoir perpétuer l'espèce, parce que si on s'en tient à la chasteté, bah, voilà, il n'y a pas de filiation possible. Voilà. Donc il y a une espèce de premier degré qui est du côté euh, qui est malade, on pourrait dire, qui nous est montré comme une maladie de la religion qui serait le puritanisme et le premier degré. Et puis plus le film avance, et je trouve plus c'est quand même ambigu. C'est-à-dire qu'on comprend, par exemple, que cette jeune fille, elle aime sa mère, que sa mère lui a transmis beaucoup de choses, mais elle lui a notamment transmis son savoir-faire de couturière. C'est pas rien. Et d'ailleurs, sa machine à coudre, si vous avez regardé, s'appelle White. Enfin, la marque de la machine à coudre, c'est White. Il y a quelque chose là qui quand même s'est transmis de la mère à la fille, qui n'est pas que de la négation, qui n'est pas que nier le féminin chez sa propre Alors, fille. est-ce que la robe de Carrie est sans couture, du coup? Ouais, la robe sans couture en référence à Bazin et à sa conception du réalisme comme étant une forme de révélation quasi religieuse dans le réalisme cinématographique. Oui, je pense qu'il y a que quelque chose se passe de la mère à la fille qui n'est pas que une négation de la sexualité, voilà, une espèce de projection négative qu'on connaît, enfin, du point de vue psychologique, là encore c'est énorme, c'est plutôt un cliché, mais ce qui est intéressant, c'est justement les plus petites choses. Donc, par exemple, le fait qu'on voit ensuite Carrie aller à la bibliothèque chercher un livre sur comment coudre sa propre robe, et elle dira après que c'est elle-même qui a confectionné sa robe de bal. Or, vous vous souvenez que la mère, dans la pénombre habituelle de la maison, voit la robe rouge.
Et parce que, ça y est, elle a décidé que sa fille était une sorcière. Donc, elle voit sa robe, alors qu'elle est rose très, très pâle, la robe. Elle dit, ta robe, t'as mis une robe rouge. Non, non, maman, elle est pas rouge, elle est rose. Mais évidemment, la mère, elle est visionnaire, parce que dans le film, la robe devient entièrement rouge, puisqu'elle est entièrement maculée de sang de cochon. Donc, voilà, donc, et l'animalité que projette aussi la mère sur sa fille, parce qu'elle a une représentation de la sexualité qui est vraiment bestiale, quoi. Ben, d'une certaine façon, elle s'accomplit aussi dans le film avec ce sang de cochon qui recouvre Carrie. Donc ça, et c'est pas seulement qu'il s'en amuse, c'est que ça introduit quand même une forme d'ambiguïté qui est riche, enfin, qui est assez complexe. Ce serait trop facile de montrer la mère comme étant un personnage entièrement voilà, idiot, enfin, négatif et idiot, et puis la fille comme étant d'emblée rebelle. La fille aime sa mère, la fille l'embrasse alors qu'elle a été mise au placard, et puis que derrière, elle va ensuite se regarder dans le miroir. Et voilà, c'est toute cette tension-là, avec les scènes successives de Carrie au miroir, hein, ça c'est un motif aussi récurrent de elle devant un miroir, qui crée la dynamique d'accumulation de tension énergétique et de relâchement. Et c'est ça la télékinésie, c'est quand même ça, cette espèce de compression de tension. Donc ce que je veux dire, c'est que ce que tu désignes comme étant un alliage très, très singulier, qui serait celui de Palma entre le comique et l'horreur, il se traduit aussi dans le rapport voilà, dans les relations entre les personnages. Donc l'autre exemple étant, celui que je voulais donner, c'était l'exemple de Tommy. C'est très bizarre parce que ce garçon qui, quand Carrie dit que son poème est beau en classe, hein, le mot beautiful revient vraiment à plusieurs moments du film dans la bouche de plusieurs personnages. C'est toute cette espèce de champ lexical comme ça de l'innocence, comme étant à la fois le puritanisme et étant à la fois quelque chose qu'on cherche quand même d'une certaine façon à préserver. Et donc, voilà, au début, on a lui au premier plan, en très très gros plan, Tommy en amorce dans la classe. Là encore, dans une des compositions qui vont devenir la marque de fabrique de Brian De Palma, la double lentille, hein, le fait qu'on puisse voir à la fois un personnage d'un côté du cadre en très très gros plan et un autre personnage, mais à l'arrière-plan. Vous avez beaucoup ça dans Blowout. Justement, c'est voilà, la double lentille de l'objectif qui permet de... C'est un trucage, hein, c'est vraiment un trucage. Donc Tommy, au premier plan, qui se moque, en fait, qui se moque de la réaction admirative de Carrie dans la classe, en disant « Oh là là, t'es nulle ». Mais elle ne l'entend pas, puisque c'est adressé à nous, spectateurs, il est face à la caméra et elle est derrière lui. Et puis ensuite, la façon dont Tommy se comporte avec elle, qui est extrêmement touchante. Enfin, on ne sait jamais vraiment s'il s'agit d'avoir uniquement pitié, s'il est vraiment touché, et quand il l'embrasse, on se dit qu'il est touché, qu'il la trouve véritablement belle, etc. Et donc, c'est indécidable, on pourrait dire. C'est indécidable, et la façon dont De Palma filme la transformation de la jeune fille en très, très, très belle jeune fille avec les ralentis, avec ce monde de paillettes, tout à coup, quand elle est mise en lumière au bal, bien sûr que c'est ironique. C'est-à-dire, bien sûr que il sait, lui, et nous savons, puisque nous connaissons le complot, nous savons que tout ça est une préparation à la rupture, que le monde de paillettes et de lumière bleue va être détruit par le sang de cochon. Ça, on le sait. Mais il y a un résidu. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, c'est qu'il y a un résidu de cette féerie, il y a un résidu de cet émoi adolescent, de se découvrir vraiment une femme, de se découvrir quelqu'un capable d'embrasser, capable de plaire, etc. Quelque chose reste, c'est pas entièrement effacé par la satire, me Moi, je semble-t-il. trouve que le bonheur que Carrie ressent à ce moment-là, en fait, Mm. il n'est pas. Je trouve qu'il y a une réelle empathie en fait de Oui, Palma en fait avec ça et il y va à fond en fait. Alors évidemment, on peut trouver ça grossier, mais au contraire, justement, c'est comme s'il supprimait toute distance. Enfin, il y a une espèce de, il fait tellement corps avec qu'il y a ce plan, comme tu dis, où ils sont sur une plateforme et ça, le trailing circulaire en fait qui est too much, mais mm. qui en même temps est très très beau. Enfin, moi, Ouais. Mais ça, c'est l'esthétique tu camp, vois, c'est-à-dire que le ouais. premier degré Mm. n'empêche pas Mm. le premier degré est la marque de l'amour, d'une certaine façon. Et Mais, ça, c'était déjà dans les mélodrames tardifs mm. du cinéma classique. Et est-ce qu'on, en tout cas, à la suite de ce que tu viens de dire,
est-ce que finalement, cette, ce côté indécidable, en fait, voilà, et est-ce que finalement, ça renvoie pas aussi en fait à l'amour que De Palma a pour le cinéma classique et Mm. en même temps la certitude qu'il a qu'il est détruit, enfin en tout cas qu'on peut plus le faire comme avant. Enfin, il y a pas, enfin, je sais que s'il n'est pas le seul en fait à avoir effectivement ce rapport au cinéma classique, c'est un peu, il me semble que c'est un peu le cas d'autres cinéastes du Nouvel Hollywood, mais Mm. quand même chez lui c'est assez violent quelque part Oui, oui. et, et je pense que le fait que lui s'intéresse particulièrement à Hitchcock, Mm. ça rend les choses encore plus compliquées quelque Oui, part parce que c'est très Hitchcock est serré. déjà lui-même en fait un cinéaste qui est pas, comment dire, c'est pas qu'il est pas classique, mais comment dire, son rapport aux images est déjà compliqué puisqu'elles sont déjà toujours un peu doubles, etc. Donc Oui. en fait, Ce dédoublement que tu pointes, Mm. en fait, il se traduit aussi par quelque chose de thématiquement plus simple, mais qui est cet entrelac toujours entre l'amour et le meurtre. Et qui, là, dans Carré, donc ça, c'est typique d'Hitchcock, hein, c'est ce qu'il dit dans ses entretiens avec Truffaut, enfin, c'est ce que Truffaut remarque en tant que critique chez Hitchcock, mais qui est à l'œuvre, par exemple, chez un Jean Renoir, dont on a fait tout un cycle à Enghien. À chaque fois qu'il y a un meurtre, il y a de la musique. Enfin bon, il y a un rapport très très serré, il y a un tressage très serré entre la scène d'amour, la scène sexuelle même, et le meurtre. Et dans Carrie, ça se traduit par quand même le rapport à la mer. C'est-à-dire qu'il y a l'amour de la mer, il est à la fois intégral, il est intégral, et c'est une haine à mort. Hein. Il faut tuer la sorcière, dit-elle. La sorcière ne peut pas vivre. Les deux sont tenus jusqu'au bout, je dirais, et même dans la façon dont la mort de la mère est filmée, qui est à la fois, on pourrait dire, satirique ou comique, parce que vous vous souvenez que le dernier couteau qu'il a, évidemment, c'est un écho au Saint-Sébastien, à la statue du Saint-Sébastien qui nous a été montrée avant, et que c'est quand même la femme au foyer transpercée de couteaux de cuisine. Voilà, qu'est-ce que ça dit de cette femme au foyer qui est un personnage emblématique de tous les mélodrames des années 40 et 50, qu'est-ce qui lui arrive? Elle est clouée au mur dans sa cuisine par la fille, personnage de fille qui était là dans les mélodrames aussi, puisque si vous avez vu dans notre cycle Mildred Pierce, la fille est quasiment diabolique, hein, c'est-à-dire qu'elle voue une haine à sa mère pour n'être pas une figure qui aurait beaucoup plus réussi socialement, voilà, qui serait donc voilà, donc ce personnage diabolique de la fille est là rejoué par ce meurtre final, meurtre commis en toute innocence, puisque c'est une force, c'est une énergie qui dépasse toute psychologie, c'est une énergie qui dépasse la psychologie de Carrie, mais c'est surtout qu'en plus le dernier couteau, c'est un couteau éplucheur, vous avez vu, le couteau qui est dans le cœur vraiment de la mère, c'est un couteau à éplucher les légumes, et qu'on l'avait vu avant, cette mère éplucher des carottes et décider du meurtre simplement sans discours, sans psychologie. Qu'est-ce qu'on voyait? On voyait la mère en plongée, ce qui est quand même un plan bizarre, une femme dans sa cuisine, mais en plongée quasi zénitale, avec une planche à découper, des carottes et un couteau, en train de les couper. Et le montage faisait une suite de raccords dans l'axe, c'est-à-dire que la caméra se rapproche, mais par saccade, de la planche avec le couteau, et ensuite le couteau, à la fin, ne coupe plus rien, on n'entend que le rythme du couteau sur la planche. Donc voilà, c'est économique comme moyen, mais je trouve ça effectivement très, 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 très efficace. Mais donc voilà, le lien entre la pulsion de meurtre et la pulsion libidinale, ou même l'amour maternel, est quand même euh, très, très inextricable chez De Palma. Ouais, et bah, d'ailleurs, enfin, dans les raccords là, sur le couteau, ça me fait penser, c'est exactement le même figure de montage qui est utilisée sur son regard, tu sais, quand elle fait exploser la voiture de Oui, ça, John Travolta, là, enfin, des raccords dans l'axe, voilà, c'est ça. Ouais. comment ça s'appelait, une Chevrolet Malibu 64, oui, que Tarantino avait d'ailleurs acheté, enfin pas la voiture elle-même je crois, mais le modèle qu'il avait Ah oui, acheté, qui s'était d'accord. fait voler, oui, parce que ce film a évidemment tous ses fans
derrière. Mais oui, oui, Oui. cette explosion de la voiture à distance, bon, c'est évidemment, on pourrait dire aussi une métaphore de l'omniscience du metteur en scène. Il n'y a que le metteur en scène qui peut décider de faire exploser le décor, de saccager son propre décor, quand même. Toute une maison, toute une, toute une voiture, voilà, ce sont des décisions qui sont prises par le metteur en scène. Donc, c'est ce que tu disais de la prise de pouvoir de ce regard. C'est évidemment aussi métaphorique du regard de l'auteur. C'est comme si cette génération avait découvert l'auteurisme, créé, on pourrait dire, par la critique française au début des années 50, et qu'elle avait pris, ah d'accord, un cinéaste, c'est un auteur, bah, vous allez voir jusqu'où il a cette puissance de tout régenter, y compris de tout détruire, y compris de détruire ses décors les plus dispendieux, y compris de détruire la psychologie, de détruire tous ces personnages, parce que le film, je veux dire, quasiment tout le monde meurt à la fin, les bons comme les mauvais. Donc, y compris le petit prince, Tommy, parce qu'il a cette coiffure de petit prince, cette blondeur qui le rapproche de Carrie. Voilà, on y a cru. C'est-à-dire que l'amour dont tu parles, l'empathie, on y croit à un moment, on y croit à ce couple. On croit qu'il peut survivre. Et en fait, à chaque vision du film, ce qui nous ravage, c'est qu'il va au bout d'une forme de destruction. Alors, on pourrait dire, mais non, parce qu'il sauve la jeune fille, il sauve Sue, finalement en nous montrant une vision d'horreur qui n'est qu'un cauchemar. Hein. Mais en réalité, est-ce qu'il va vraiment la sauver? Puisqu'il la sauve, on a l'impression, simplement pour la prendre comme cette actrice, Amy Irving, pour la prendre comme héroïne du prochain film, qui sera Fury, que je n'ai pas revu là pour l'occasion, mais qui est quand même très voisin de Carrie. Donc Oui. il la sauve, Mm. mais il la sauve parce Mais, qu'il veut la réutiliser. ouais. Mais encore une fois, moi, je reviendrai sur le raccord sur la main de la mère, en fait, sur son bras, en fait, qui pose une forme d'équivalence, finalement, et qui vient finalement peut-être dire aussi ce que le film développe, c'est-à-dire que sur la question de la normalité, parce que autant sa mère à Carrie, effectivement, alors on est vraiment dans le délire, comme tu dis, intégriste, ce qui, entre parenthèses, aux États-Unis, paraît pas si, enfin, ça paraît beaucoup plus normal qu'en France, peut-être. En tout Mm. cas, ce qui représente la normalité, en fait, c'est tout ce qui est au lycée. Mais en fait, bon, le film montre que finalement, il peut y avoir autant de violence finalement dans le lycée, en fait, dans tout ce qu'il y a de ce qu'on lui demande, de ce à quoi on lui demande de se conformer, en fait. Oui, Et c'est-à-dire que, qu'être voilà, repris par le social, ouais. être repris Mm. par la société, par l'Amérique de cette époque-là, c'est pas forcément un cadeau. Voilà, et en fait, finalement, elle est un peu coincée entre deux formes d'aliénation, quelque part, en fait. Oui, Mm, il y a une mm, sollicitude de mm, la norme beaucoup plus normale, qui est peut-être aussi inquiétante pour De mm. Palma que les excès baroques du puritanisme. On voit bien qu'il est fasciné par l'imagerie que crée le puritanisme. Ça sera repris dans d'autres films, y compris beaucoup plus récents, Sofia Coppola qui refait Les Proies, par exemple. On voit bien que le puritanisme, il y a une esthétique de ça. Alors, je disais David Hamilton, mais en réalité, le pré-raphaélisme, on pourrait dire, il y a une splendeur de ces décors, de ces rituels, de ces croyances, de toutes ces petites bougies partout, voilà, de ce côté radical qu'un Truffaut, par exemple, va aussi mettre en jeu dans La Chambre verte. Euh, tout cela porte une forme de sincérité, de croyance, en fait, d'énergie, d'investissement, de hanter quelque chose, d'habiter, d'investir tout ça. Et que propose en regard la société contemporaine? Bah, plutôt un désinvestissement, plutôt une indifférence, parce que la mère, vous vous souvenez, la mère de Sue interdit à Sue d'aller à l'enterrement, par exemple. C'est-à-dire qu'elle a perdu tous ses camarades de classe, mais en plus, on croit que c'est bien de la préserver, de leur dire au revoir une dernière fois, donc de la préserver du rituel dont on pourrait penser qu'il est quand même très important. Et d'ailleurs, le fait qu'elle ne soit pas envoyée à l'enterrement se compense, là encore, dans un trait un peu très grinçant, mais quand même un peu comique, qui est ce panneau de la maison à vendre, dont on avait vu que la maison où habitaient Carrie et sa mère était déjà à vendre quand elle l'habitait, donc on voyait bien que c'était une sorte de sursis, elles vivaient pauvrement et en sursis, et que ce panneau a été tagué et qui dit Carrie brûle en enfer. Et ça devient l'équivalent d'une pierre tombale.
puisqu'elle n'a pas, elle est sans sépulture, elle a été mise au bûcher. On pourrait dire que le personnage est mis au bûcher verbalement au début avec le lynchage verbal dans les vestiaires par les bullies, par les caïds de la classe. Et puis à la fin, voilà, il y a eu vraiment une terre brûlée totale. Mais en tout cas, on lui refuse à ce personnage qui est le personnage qui a évolué quand même au cours du film. Elle faisait partie du groupe de la meute et puis elle a évolué au cours du film. On lui refuse ce dernier rituel, quoi. Juste sur d'où vient ce Southern Gothic dans ce cinéma, puisqu'on a mentionné beaucoup de films, beaucoup de références à Hitchcock ou autres, il y a quand même La Nuit du Chasseur, qui me semble quand même planer un petit peu là-dessus. Alors, La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, il me semble que c'est 1950, avec ces deux enfants, frères et sœurs, qui sont traqués par leur beau-père qui a tué la mère et qui les poursuit à travers le sud des États-Unis en étant toujours en train de chanter une espèce de prière à cheval. Donc, ce qui les poursuit, c'est aussi cet intégrisme-là, cette espèce de façon d'être collé au verbe, d'être collé à la parole de la prière et de pas arriver à se sortir de cette, oui, de la lettre, on pourrait dire. Et il me semble quand même que c'est au cœur aussi du cinéma peut-être de Palma, cette opposition entre l'énergie, le corps, le pur corps, enfin la chair, le sang de cochon, quoi, d'un côté, et puis tout ce qui serait du sens, de l'organisation sociale, de la prière, de la lettre, voilà, comme si le sens et le non-sens total et la pure pulsion étaient toujours en tension et qu'à un moment, le conflit allait éclater et que la mise en scène, c'était ça, c'est-à-dire c'était de construire cette tension, de trouver des scènes, hein, vraiment scènes au sens théâtral du terme, de les bâtir avec une extrême minutie, parce qu'on ne l'a pas assez dit, mais le décor du prom, de la nuit du bal du lycée est quand même aussi étonnant. C'est-à-dire comment on met en scène quelque chose, un endroit dans lequel on sait qu'il va y avoir un massacre, mais qui doit commencer vraiment comme le teen movie, quoi. Alors comment il utilise les chansons en contrepoint, puisque les chansons parlent enfin, ont des références au diable, etc., mais en étant complètement pop, hein, enfin complètement. Et comment ce lieu, qui est un lieu festif, qui est un lieu de réjouissance, qui est un lieu, voilà, tout à coup se dérègle et piège tout le monde. Ça a l'air de rien, ça a l'air de quelque chose de très écrit, enfin très programmé, mais en réalité, il faut le donner à voir. Il faut véritablement qu'il y ait un impact du point de vue de l'action. C'est ça que je veux dire. C'est de la matérialité des objets et des corps. Et ça, je trouve, c'est ça la mise en scène au fond. C'est pas quelque chose qui est écrit, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ressente, qu'on voit dans l'espace, voilà, qu'on y croit. Il faut qu'on croit que le personnage, par exemple, de Norma, cette amie là avec le chapeau et les nattes, elle est vraiment tuée par la force jet d'eau de pompier. Il faut vraiment qu'on croie que la prof est coupée en deux par cet élément de décor, par ce panneau qui lui tombe au milieu, évidemment au milieu, au niveau du sexe quasiment. Donc voilà, il faut cette matérialité-là, il faut cette extériorité, et non pas un travail sur la psychologie, ce qui serait une voix off. Voilà, tout ça est vieux, c'est ça qui est vieux, au fond. Oui, je me dis au bout du bout, en fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même chez De Palma une forme de mélancolie, en fait, finalement, tu vois, par Mm, rapport mm, justement à cette forme de cinéma classique qu'on peut plus faire, mm. en fait, et qu'on détruit, et que finalement, au bout de tout ça, qu'est-ce qui reste? Enfin, tu vois, et que finalement, de toute façon, il a cet amour pour le cinéma classique et aussi pour la modernité et puis pour toute la déconstruction, en fait. Enfin, moi, je trouve, et Oui, je sais pas. mais ça, tu poses une question, j'allais dire, artistique plus vaste, enfin, Mm. qui est ce que le maniérisme peut être la dimension élégiaque du maniérisme, Mm. que ce soit en peinture Oui, c'est pas que chez ou lui, au ça, ouais. cinéma. Mm. Oui, oui, Mm. on pourrait dire orphique en rapport avec Orphée, c'est-à-dire cette idée de se retourner. Alors, en l'occurrence, il se retourne sur le cinéma classique. Euh,
dans lequel eh bien, il n'y a pas cette télékinésie, dans lequel on n'ose pas faire un raccord entre un regard et une voiture qui explose. Dans le cinéma classique, il faut faire tout le petit parcours où quelqu'un va poursuivre quelqu'un d'autre pour l'atteindre, pour peut-être lui le tuer. Mais donc, on a l'impression qu'en maintenant juste les deux images, c'est-à-dire le regard et puis la voiture qui explose, et en supprimant tout le chemin qu'il y aurait eu pour faire une causalité classique, normale, de la cause à l'effet, effectivement, on sent que De Palma prend en compte, et prend sur lui, on pourrait dire, la perte de ce qu'il y a dans cette ellipse, la perte de ces images, de tout ce chemin très humain qui aurait eu à faire quelque chose de beaucoup plus, de non fantastique en réalité. Et que donc le fantastique, ou si tu veux, le renoncement au réalisme à la Bazin, c'est effectivement le renoncement à une vision du monde dans laquelle les choses ont un sens, les choses font sens entre elles. Les choses font sens, les choses sont cousues entre elles. Il y a un lien entre la parole de la Bible et la façon dont on vit, par exemple. C'est le fantasme de la mère puritaine. Il y a quelque chose de bien cousu dans ce monde. C'est pour ça que, là encore, la machine à coudre, le fait de coudre sa propre robe, même si ensuite elle va être maculée, hein, même si l'immaculé va céder la place à la maculation, eh bien, je pense que c'est important parce que c'est aussi en découdre. C'est-à-dire que De Palma sait très bien qu'il déchire quelque chose dont il souhaiterait que, d'une certaine façon, ça n'ait jamais eu à être cousu. Voilà. Et que ce qu'il déchire était déjà déchiré avant, quoi. Donc c'est ce monde, voilà, bon, c'est ce monde de l'après-guerre, c'est ce monde, tout ce qu'on veut. On peut ancrer ça historiquement ou pas, ou juste en faire une donnée de la psyché humaine mélancolique. Mais je suis d'accord que le film charrie cela et qu'il charrie d'autant plus cela que l'adolescence est cet âge où soi-même, il me semble, on se retourne vers sa propre enfance en voyant qu'elle est perdue, en voyant que notre corps change. Alors très bien, ça nous ouvre à plein de possibilités sexuelles et autres, mais évidemment que tout adolescent souffre aussi de cela. Écoute, je sais pas, moi j'ai plus de On est au bout de la mélancolie. En tout cas, merci beaucoup Merci. pour cet échange, Merci à toi. cette analyse. On va laisser tout ça peser. On va essayer de vivre malgré la description totale. En tout cas, allez voir je m'adresse à nos auditeurs, en fait, allez voir les films de Palma, en tout cas, oui. Peut-être Blowout à la suite, en fait. Enfin, bon, de toute façon, juste un film qui hante aussi quelque part, celui-ci dont on n'a pas parlé, mais parce qu'on vous le montrera un jour, je pense, à Enghien. Il devait faire partie de ce programme, où on vous montrera ici, je ne sais pas. J'ai l'impression de le citer à chaque ciné-club maintenant, c'est De l'influence des rayons gamma sur le comportement des marguerites, qui est donc le film de Paul Newman de 1972, donc il précède Carrie, il a eu beaucoup moins de succès et d'impact dans l'histoire du cinéma, mais en réalité, moi, il me semble aussi important. Et comme par hasard, c'est aussi l'histoire d'une lycéenne qui a du mal à grandir avec une mère tout aussi possessive, même si elle n'est pas religieuse. Donc je trouve que voilà, ce film vaut vraiment la peine d'être vu. C'est la religion de la bouteille, je crois, elle, non? C'est ça? Bon, enfin bref. On en reparlera. Donc, la prochaine fois, on va vous proposer Victor Victoria de Blake Edwards. Donc, on va finalement, de la même manière, continuer à avancer un petit peu vers du cinéma un peu plus contemporain. C'est le début des années 80, je crois. Et juste rappeler en fait qu'on terminera le cycle avec un film de Tarantino, Boulevard de la Mort. Alors, je ne sais pas si celui-là, on pourrait le faire en salle. En tout cas, voilà, il nous reste 2 séances pour finir ce cycle Belle et Rebelle. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir.